Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour cette troisième édition de Virtuality. Tout d'abord, un grand merci à Olivier et son équipe pour l'organisation qui est toujours au top. Donc, initialement, mon talk s'appelait Build and Distribute Mixed Reality Experiences. Je l'ai un petit peu renommé en justement en fait la problématique, le nouveau challenge de la prochaine décennie, qui est qu'on va avoir à peu près 1 milliard d'appareils de casques de réalité virtuelle et de paires de lunettes de réalité augmentée sur le marché et qu'on va avoir besoin de contenu pour ces nouvelles plateformes. Alors très rapidement, quelques mots sur moi. Donc, je m'appelle Soraya Jaber et je suis la CEO et cofondatrice d'Opuscope, donc start-up parisienne. On est plus de 10 maintenant, on est une quinzaine maintenant et on grossit pas mal. L'entreprise a été créée début 2016. On a participé à la première édition de Virtuality sous le nom de Holostoria, le produit. L'année dernière, c'était Minsight. Cette année, c'est Minsar et promis, on ne changera plus. A priori, il y aura plus de problème, c'est Minsar et notre objectif, notre mission est justement d'accélérer la transition vers l'ère du spatial computing, de l'informatique spatialisée, en fournissant en fait les meilleurs outils pour les créatifs, les créateurs de contenu, pour pouvoir s'exprimer sur ces nouvelles plateformes. Donc nous sommes une quinzaine maintenant et nous recrutons pas mal de talents à différents postes. Donc si vous souhaitez rejoindre l'aventure et participer du coup à cette démocratisation de l'industrie, n'hésitez pas à consulter notre page talent et à nous rejoindre. Je représente également la VR AR Association à Paris, qui est la première association de réalité virtuelle augmentée à travers le monde, avec plus de 50 chapitres à l'international. Également, si vous souhaitez vous connecter à l'international et participer à différents événements à travers le monde, n'hésitez pas aussi à me contacter. J'ai mis donc mes coordonnées sur la slide. Alors en tant que passionné d'histoire, je ne peux m'empêcher véritablement de regarder le passé, de mieux le comprendre pour tenter de mieux prédire le futur et de l'anticiper. Du coup, je vais commencer donc mon talk sur un petit peu reprendre en fait l'histoire de la création, de la créativité, et ce de l'aube de l'humanité jusqu'à notre siècle. Et justement, en fait, on crée du contenu depuis toujours. L'artisanat, on crée de l'art, etc. Et c'est véritablement pendant l'Antiquité qu'on a commencé à classifier différents arts, et ce, à l'instar des 9 muses. On a donc 9 muses qui représentent différents arts, avec emblèmes, symboles. On a par exemple Euterpe qui représente la musique avec un holos, qui est une flûte antique. Nous avons également Melpomène, emblème de la tragédie, avec différents attributs. Et ce n'est que beaucoup plus tard, au siècle dernier, et plus précisément en 1969, par Étienne Souriau, un Français, qu'on a commencé à classifier ces différents arts, ces différents médiums. Donc on a du coup les sept arts, du plus noble entre guillemets au plus récent, on va dire, en commençant par l'architecture, la sculpture, et donc classifier ces différents arts, ces productions qui existent un petit peu depuis toujours, et les mettre dans des catégories. Et justement, le 7e art, le cinéma, qui est apparu donc à la fin du 19e, qui est un peu le plus récent. Donc ça, c'est la véritable classification qui est arrivée fin du siècle dernier. Et on a également les nouveaux médias, les derniers, qu'on considère potentiellement comme le 8e art, la télévision, la radio. Et ce que Internet aussi a permis, c'est de pouvoir diffuser plus facilement ce contenu à travers différents écrans. On a également la bande dessinée, 9e art, le jeu vidéo, qu'on considère un petit peu comme le 10e art. Et quel sera ce 11e art, ce 11e médium? La réalité mixte? Pourquoi pas? Justement, c'est à la fin du siècle dernier qu'on a pu enfin véritablement distribuer tout ce contenu. Tout ce contenu, on a pu en avoir une version 2D, une version accessible en ligne, et pouvoir la diffuser ce contenu au maximum de personnes possible. C'est un accès immédiat et une richesse et une véritable diversité en fait de ce contenu. Et c'est justement la clé de ce succès.
c'est avoir donc des outils, des logiciels qui ont permis de créer facilement du contenu, que ce soit pour la vidéo, la musique, mais également les livres. Et justement, on a de plus en plus de logiciels de contenu qui permettent aussi de nous fournir le contenu le plus personnalisé pour nous, avec justement différents algorithmes qui nous offrent le meilleur contenu, que ce soit par exemple avec Spotify, avec Netflix. Prenons un exemple particulier, l'industrie musicale. Justement, il y a une véritable révolution en fait au début de notre nouveau millénaire, en fait, à partir de 2001, qui est à la fois sur la diffusion de ce contenu et surtout sur sa consommation. Et justement, cette révolution est arrivée avec Apple, donc en 2001, avec l'iPod 1. C'est une véritable révolution à l'époque, parce qu'on a pu, en fait, pour la première fois, avoir 1000 musiques, 1000 sons dans sa poche. Imaginez avant, que ce soit les disques ou carrément un concert, là, 1000 sons dans une poche. Ce qui permet véritablement de consommer d'une manière complètement différente ce contenu. Ensuite, on a eu iTunes. En 2003, n'importe qui pouvait du coup télécharger ce contenu, le consommer. Et puis après, on le sait, d'autres plateformes, Spotify, avec des algorithmes et du contenu plus personnalisé. Deuxième exemple, l'industrie vidéo. Cette fois, c'est également les différentes... la révolution également aussi dans la façon de capturer ces informations. On a pu avoir de plus en plus de contenu, pouvoir l'héberger. Et la révolution a un petit peu commencé avec YouTube, donc en 2005, et qui se présentait comme une alternative à la télévision, avec le slogan « Diffusez-vous ». Hébergez votre contenu sur notre plateforme et partagez-le un peu n'importe où. Et dès la première année, il y a eu déjà plusieurs millions de vidéos en ligne. Et ça a même créé en fait un nouveau métier. Le métier de youtubeur, de vlogueur. Peut-être certains d'entre vous, vos enfants, vous ont dit que plus tard, ils aimeraient être youtubeurs. Voilà, ça fait un peu peur, mais il y en a de plus en plus, que justement, en fait, depuis le rachat par Google en 2006, il y a une forme de monétisation en fait, de ce contenu avec la publicité, créant ainsi de nouveaux métiers, de nouvelles façons de consommer ce contenu. En 2014, pour la première fois, une vidéo atteint le 1 milliard de vues. Ce qui est absolument incroyable. Je pense que vous l'avez tous en tête, cette vidéo. Je ne ferai pas la danse ici. Mais voilà, c'est absolument incroyable. 1 milliard de vues sur une vidéo. Énormément de personnes, du coup, qui ont pu la consommer. Et aujourd'hui, en fait, ce sont des milliards de vues par jour sur ces vidéos. Alors justement, on connaît du coup ces différents médiums, à quel point Internet a permis de démocratiser, d'accélérer la diffusion de ce contenu. Mais qu'en est-il du coup de ce contenu réalité augmentée, réalité virtuelle, qui vous intéresse tant vu que vous êtes ici avec moi dans la salle. Donc on va essayer de comprendre en fait cette création et cette distribution de contenu de réalité mixte. Mais déjà, qu'est-ce que la réalité mixte? J'ai l'impression qu'on n'est pas tous d'accord dans l'industrie, chacun un petit peu sa propre définition. Certains pensent que c'est un terme commercial, initié par Microsoft HoloLens ou Magic Leap. À vrai dire, c'est un terme assez ancien. Il n'est pas vraiment récent. Il a été théorisé même avant ma naissance, vu que c'est par Paul Milgrom et Fumio Kishino en 1994 qu'a été théorisé pour la première fois le spectre de réalité virtualité, donc le Reality Virtuality Continuum, qui est en fait un spectre allant de notre environnement perçu, physique, réel, sans technologie, jusqu'à un environnement complètement virtuel, donc cette fois complètement en immersion dans un autre monde, généré par ordinateur. Et donc ce spectre, en fait, permet d'ajouter plus ou moins de virtuel dans l'environnement. Dans ce spectre, nous avons la réalité augmentée, qui est le fait donc d'ajouter du virtuel dans notre environnement, principalement à l'aide d'un smartphone, une tablette, mais également les paires de lunettes de réalité augmentée. Et également la virtualité augmentée, qui cette fois permet d'ajouter notre monde physique dans un environnement complètement virtuel. Et la réalité mixte, en fait, c'est l'appareil un petit peu, si vous voulez, ultime, qui permet de couvrir tout ce spectre, d'aller justement d'une extrémité à l'autre en ajoutant plus ou moins de virtuel dans votre environnement, jusqu'à être en full immersion dans un environnement virtuel. Et justement, les premiers appareils, les plateformes majeures qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché sont les Microsoft HoloLens, version 1, version 2, et les Magic Leap,
qui aujourd'hui sont limités par le champ de vision, mais une fois qu'on aura un champ de vision beaucoup plus important, on pourra couvrir un peu mieux ce spectre. Alors justement, qu'en est-il de la création pour ces nouvelles plateformes? Parce qu'on en a de plus en plus, on a de plus en plus d'appareils qui arrivent, qui sont de plus en plus accessibles. Je prends l'exemple de l'Oculus Quest qui est sorti donc un peu plus tôt cette année. Un peu une révolution dans le secteur de la réalité virtuelle. Premier appareil, 6 degrés de liberté, stand-alone, donc plus d'ordinateur, plus de câbles, une véritable liberté en fait dans la visualisation d'expériences. Mais à la sortie, au lancement de cette nouvelle plateforme, moins de 30 applications sur le store. Imaginez les plateformes, imaginez l'iPhone avec moins de 30 applications. Et en plus, il y avait, c'était principalement des jeux vidéo réalisés par des gros studios. Alors pourquoi justement on a aussi peu de contenu aujourd'hui? Pourquoi c'est aussi laborieux de créer des expériences de réalité augmentée virtuelle? Parce qu'en fait, on a besoin de passer par des moteurs 3D complexes, techniques, pour les développeurs, et les développeurs 3D. Et justement, on a besoin de beaucoup de technicité, et il y a peu aussi de collaboration entre les équipes. Le pôle design et le pôle développeur, c'est un aller-retour incessant. La création également se fait sur un ordinateur 2D. On n'a pas d'immersion dans la création. On doit donc itérer beaucoup. Les temps de développement sont longs, onéreux, et le résultat final, l'expérience coûte assez cher. Et le problématique, c'est que c'est extrêmement compliqué aussi de distribuer ce contenu. Justement, je vais parler des contenus, des différents contenus qu'on consomme aujourd'hui et qu'on consomme depuis les dernières décennies. Aujourd'hui, le pipe de création et de distribution est assez linéaire et assez simple. Quand on enregistre une vidéo, on va partager le MP3, le MP4 sur nos plateformes préférées. Pareil pour les vidéos, pareil pour le texte. Un écrivain va vouloir distribuer son contenu. Et il y a toujours en fait le créateur qui souhaite distribuer son contenu. Et justement, ça va être la même chose pour les plateformes de demain. Ça va être la même chose, et c'est la même chose pour les plateformes de réalité augmentée virtuelle. Aujourd'hui, on le voit sur la slide, le chemin n'est pas aussi linéaire. Au contraire, en fait, on crée une expérience une fois, on va la développer en fait en utilisant donc des moteurs 3D qui sont pensés et créés pour les jeux vidéo de base. Le point commun vraiment avec toutes ces expériences réalité augmentée virtuelle, c'est le jeu vidéo. Et justement, un jeu vidéo, l'itération ne se fait pas par semaine. Un jeu vidéo, c'est très long à développer, ça prend beaucoup de temps et on ne fait pas des changements, on n'itère pas facilement dessus. Et c'est un petit peu le cas du coup aujourd'hui avec les différentes expériences de réalité augmentée virtuelle. On va donc par exemple créer une expérience sur le HoloLens 1 et on devra le développer à nouveau pour le HoloLens 2. On devra également le développer à nouveau pour le Magic Leap ou pour un autre casque de réalité virtuelle. Il n'y a pas encore de standard. C'est en train d'arriver, ça arrive. Mais voilà, tous ces standards, il faut qu'on les développe tous ensemble. Toute industrie doit vraiment se mobiliser en fait pour avoir des standards et pour permettre de massifier la distribution de ce contenu. Parce que le créer c'est bien, le créer plus rapidement c'est mieux, et pouvoir ensuite le distribuer vraiment très facilement à vos clients, à vos utilisateurs. Alors justement, quelle vision sur les 10 années à venir? Comme je l'ai dit, on prévoit énormément d'appareils dans les prochaines années. Mark Zuckerberg, par exemple, il y a quelques années, 2015, il me semble, annonçait 1 milliard de paires de lunettes de réalité augmentée d'ici 10 ans. Ça prendra un petit peu plus de 10 ans, mais ça arrivera dans la décennie. Ce n'est pas vraiment une question de si, mais plutôt une question de quand. Mais les composants arrivent. Et j'ai envie de dire un petit peu le moment de l'iPhone pour la réalité augmentée devrait être en 2022-2023, pas avant. Donc voilà, 1 milliard d'appareils potentiellement sur le marché, et donc potentiellement 1 milliard d'utilisateurs. Quels sont donc les prochains challenges et des pistes de réflexion qu'on pourra du coup aborder ensemble? Un des premiers challenges, et c'est pas forcément le plus évident, mais le premier auquel on pense, est en fait le fait que l'humanité doit commencer à réfléchir en 3D. Parce que certes, oui, nous évoluons dans un environnement 3D, ouvrir une porte, allumer un interrupteur. Voilà, on vit dans un environnement 3D, mais la création se fait principalement, et c'est principalement toujours faite en 2D. Une feuille, un stylo en 2D, un écran 2D. Il n'y a pas vraiment de spatialisation en fait dans la création. Il n'y a pas encore assez d'outils. Imaginez par exemple Tiltbrush,
Tilbrush donc de Google qui permet de créer donc en réalité virtuelle. Imaginez cette création sur un écran 2D. Pas vraiment de sens. Il faut pouvoir justement créer en immersion. Il faut également améliorer, donc en plus d'avoir de meilleurs outils de prototyping, pour aider justement à mieux penser en 3D, à mieux créer et mieux designer en 3D. Il faut également améliorer les workflows de collaboration. Les workflows de collaboration entre différentes équipes, les créatifs, les designers, les développeurs. Voilà, améliorer en fait les process et le pipeline de création. Et avoir de meilleurs moteurs 3D pour les développeurs, mais également pour les créatifs, pour les rendre en fait indépendants dans la création. Le web aujourd'hui, les sites internet, plus de la moitié sont réalisés par des CMS, des Content Management Systems, qui permettent justement à des graphistes, à des designers, des créateurs de contenu, de ne pas avoir à passer par des langages informatiques, de ne pas avoir à maîtriser du code. On va avoir exactement besoin en fait de nouveaux CMS, de nouvelles plateformes pour créer du contenu sur ces nouveaux appareils. La deuxième problématique, qui est un petit peu le goulot d'étranglement aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça va être la distribution de ce contenu. Et donc ça va passer véritablement par des logiciels, des solutions qui sont cross-platform, qui permettent de, je crée une fois mon expérience sur un Microsoft HoloLens, je vais pouvoir la rouvrir sur un Magic Leap, mais également sur les appareils qui ont déjà un marché aujourd'hui, donc les smartphones et tablettes. Donc vraiment, voilà, des appareils cross-platform. Diversifier aussi les canaux de distribution de ce contenu, pouvoir le distribuer facilement sur le web, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes qu'on utilise aujourd'hui. Prendre en compte aussi notre environnement, parce qu'au final, les expériences de demain, les applications seront spatialisées, contextualisées. On va complètement réinventer en fait, le modèle applicatif. Et il va falloir aussi prendre en compte voilà, tout ce qui est vie privée, RGPD cette fois spatialisé, donc c'est encore plus compliqué, mais voilà, il faut aussi commencer à y réfléchir dès maintenant. Et justement, on a déjà plusieurs bonnes tentatives, on a un peu les grands acteurs de l'industrie qui se sont mis autour de la table et qui commencent déjà, depuis quelques années, donc à réfléchir à ces standards de demain. On a par exemple WebXR, qui est donc le consortium web et qui définit un peu donc, le web de demain, permettant donc d'ouvrir une expérience de réalité augmentée virtuelle depuis n'importe quel terminal, depuis n'importe quel navigateur. Ils sont presque tous voilà, sur la table. On a Google, Firefox, Helio pour Magic Leap, Apple, pas encore, c'est un peu compliqué. Également OpenXR. Aujourd'hui, on a voilà, ce sac de nœuds du graphique du milieu. On a besoin voilà, de unifier aussi les frameworks sous-jacents pour les développeurs, avoir véritablement voilà, des meilleurs pipelines aussi pour les développeurs. Justement, Minsar. Minsar, c'est le constat qu'on a fait il y a 4 ans maintenant et qui est toujours d'actualité, qui est donc régler ces problèmes de création de contenu, de distribution. Et donc nous avons commencé à développer il y a 4 ans maintenant sur le Microsoft HoloLens. On prenait un petit peu pour des fous de tout miser sur cet appareil et commencer en fait à développer un logiciel qui permet donc de créer à même ces nouvelles plateformes. Donc Minsar, c'est aujourd'hui la première solution cross-platform sur les principales plateformes en fait, de l'industrie, de la réalité mixte. Donc on est compatible Magic Leap, Microsoft HoloLens, mais également iOS, Android et bientôt l'ensemble des casques de réalité virtuelle. Parce que chez Minsar, on est persuadé que la création 3D doit se faire en immersion. Et que créer une expérience une fois doit permettre donc de la distribuer un peu n'importe où. C'est pour ça que on est aussi également un CMS permettant donc de héberger l'expérience et de la diffuser un petit peu partout, à la fois sur le web, WebXR, sur les réseaux sociaux, bientôt avec Spark AR ou Snap, et permettre voilà, de pouvoir créer son expérience une fois et la rouvrir n'importe où, n'importe quand, en quelques minutes. Pour finir, voilà, on est un peu au début de l'aventure encore, si certains y sont depuis plusieurs décennies, mais la route est encore longue, il y a encore pas mal de challenges à régler ensemble. Il faut, voilà, je disais, changer le modèle applicatif classique, penser contenu spatialisé, contextualisé, standardisé et soutenir WebXR. Voilà, il faut y participer, c'est comme ça aussi qu'on arrivera plus facilement à distribuer les contenus créés, les contenus que vous créez, que l'on crée ensemble. Diminuer voilà, aussi la friction et la complexité du contenu AR/VR.
On parlait juste avant donc, du motion sickness, justement régler toutes ces expériences déceptives, parce que voilà, si vous proposez une expérience qui ne va pas plaire au consommateur final, il ne va pas revenir dans un casque, et il va le mettre de côté. Il faut un peu changer aussi cette image de la réalité virtuelle, en proposant du meilleur contenu. Les appareils arrivent, les expériences aussi. Voilà, pas hésiter à casser les règles, à proposer de nouvelles expériences, à tenter des choses. On a encore pas mal de choses à faire. Et voilà, et le futur de la création va être beau, le futur de la distribution de ce contenu aussi. On a plein de choses hyper excitantes. Et voilà, je finis sur juste deux images. N'hésitez pas, du coup, si vous souhaitez tester Minsar. Nous sommes au stand 41, si vous voulez tester donc, sur Magic Leap ou smartphone, tablette. Voilà, ce sera un plaisir de vous accueillir et d'échanger un peu plus avec vous. Merci beaucoup.